Bonjour à tous. Nous sommes à l'épisode 2. Maintenant que l'annonce a été faite, nous allons parler du traitement de ce cancer nommé glioblastome. Alors, tout d'abord, je me représente. Donc, moi, je suis le docteur Broniman. Je m'étais présentée à l'épisode 1, mais si jamais des gens n'ont pas vu l'épisode 1, Docteur Broniman, donc neurologue et cancérologue, je prescris les traitements oncologiques qui s'occupent des tumeurs cérébrales. Et je vous présente le docteur Emre Huchet. Je suis médecin radiothérapeute au CHU dans le service de radiothérapie de Haut-l'Évêque qui est installé depuis une petite dizaine d'années et avec une certaine spécialisation pour tout ce qui est tumeur cérébrale. Nous avons avec nous également le docteur Morgane Olivier. Bonjour, je suis le docteur Olivier, je suis neuroradiologue, c'est-à-dire que je suis spécialisée dans l'imagerie du cerveau et de la moelle et j'ai une grosse activité d'analyse neuro-oncologique. Nous avons avec nous le docteur Thomas Daubon. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Donc voilà, je suis Thomas Daubon, chercheur au CNRS et j'anime depuis 2 ans une équipe dans un institut CNRS de Bordeaux et on s'intéresse particulièrement au développement du glioblastome, aux mécanismes de résistance, mais aussi à un aspect particulier qui est le rôle du métabolisme énergétique dans le développement de cette pathologie. Voilà, merci. Et pour cet épisode, nous sommes également centrés sur les patients. Nous avons avec nous une patiente, Madame Sophie Joliot. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui, Sophie Joliot. Et on m'a diagnostiqué un cancer du cerveau il y a de cela maintenant quelques mois. Nous allons maintenant aborder la phase du traitement, de la prise en charge finalement par radiothérapie et chimiothérapie que vous avez dont vous avez bénéficié. Donc, on va vous demander un petit peu comment vous avez vécu tout ça, cette entrée dans le traitement de la maladie. Alors oui, moi j'ai découvert ce qui m'attendait quand les médecins, avec les courriers que j'ai reçus, où j'ai su que j'allais suivre le protocole STUP. Alors du coup, évidemment, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que c'est que ce protocole ? Donc, comme dans toutes les familles où il y a un médecin, j'ai appelé mon frère, puis je lui ai demandé qu'est-ce que c'est ce protocole STUP. Donc, il m'a dit, bouge pas, c'est pas ma spécialité, je me renseigne et je reviens vers toi. Donc, effectivement, il m'a un petit peu débriefé sur ce protocole qui allie à la fois de la radiothérapie et de la chimiothérapie. Alors, chimio, je me suis dit, oh là là, encore des injections. Il m'a dit, non, c'est pas des injections, ce sont des cachets. C'est une chimiothérapie orale. Donc, et puis, un certain nombre de séances de radiothérapie ciblées sur la zone concernée, à savoir pour moi le cerveau. Donc tout s'est enchaîné. Rendez-vous avec le docteur, effectivement, au centre de radiothérapie pour faire les premiers scanners de centrage, pour faire le masque. C'est assez impressionnant de se retrouver complètement bloqué dans la machine par ce masque, un masque d'escrime presque. Et puis surtout, ce qui m'inquiétait, moi, ce que j'ai un peu plus appréhendé, c'est l'aspect chimiothérapie, parce qu'à chaque fois qu'on parle de chimiothérapie, on voit des gens amaigris, malades, avec des nausées. Donc c'est vrai que moi, j'ai beaucoup anticipé et appréhendé tous ces symptômes-là. La perte des cheveux, je m'étais dit, ça y est, c'est caché, ils vont me faire perdre tous mes cheveux. Puis en fait, c'est pas la chimiothérapie qui m'a fait perdre les cheveux, c'est la radiothérapie, et puis c'était ciblé, donc c'était encore autre chose. J'avais une tonsure de moine, enfin, toutes ces petites choses-là. Et ce qui m'angoissait le plus, donc avant de commencer, c'était les nausées, et que je sois prise de nausées dans la machine avec le masque, et que je me retrouve noyée. On se fait des films parfois, mais c'est vrai que c'est ça qui m'a inquiété le plus avant de commencer. Et puis quand j'ai regardé les médicaments qui m'étaient donc prescrits, recommandés, et puis tous les effets secondaires possibles, il y en a des pages et des pages. Il y avait tout et son contraire pratiquement dans les effets secondaires. Alors, c'est vrai qu'on s'inquiète du coup. On vous donne un médicament pour pallier à la nausée, et puis ce médicament, il peut vous provoquer des effets qui sont peut-être encore plus gênants que d'avoir quelques nausées. Donc il y avait tout ça avant de commencer, une appréhension par rapport aux médicaments plus qu'aux rayons.
Et puis en fait, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de nausées, pas eu trop de nausées, des petites nausées qui se géraient assez facilement avec mon médecin traitant qui m'avait proposé voulez-vous de l'homéopathie? J'ai rien contre. C'est pas bon, c'est pas mauvais, ça, voilà. Donc j'ai essayé l'homéopathie. J'ai vu que j'avais pas de nausées, donc du coup c'est vrai que j'ai plutôt bien vécu cette partie-là du traitement parce que j'ai pas eu d'effet secondaire. Ça m'a pas rendu plus malade. Moi, j'avais prévenu mes filles aussi à la maison en disant c'est peut-être pas la tumeur qui me rend malade, mais c'est les traitements qui vont me rendre malade, qui vont me fatiguer. Donc j'avais peur d'être dans un état absolument lamentable. Et puis de leur montrer ça. Puis en fait, non, ça s'est bien passé. C'était plutôt une période assez mortifère parce que c'était la période de Noël et que du coup, on n'a pas pu bouger. C'était vraiment les à côté qui ont fait que c'était difficile à gérer. Mais sinon, le traitement en lui-même, c'est bien passé. Je n'ai pas eu plus que ça d'effets secondaires. Les seuls effets secondaires que j'ai eus, et là, j'ai moyennement apprécié, je vais vous le dire, la réaction des médecins qui me suivaient semaine après semaine, c'est qu'à la fin du traitement, j'ai eu des espèces de soucis au niveau de la gorge, la gorge très sèche, toujours l'impression d'avoir la pépille. Et quand j'en ai parlé aux médecins au centre, ils m'ont dit non, ça peut pas être la radiothérapie, c'est pas ça. Sauf qu'après, quand je suis allée voir mon médecin traitant, c'est elle qui a regardé la gorge et qui m'a dit oui, vous avez une petite mycose, et elle qui m'a effectivement soulagée. Donc là, c'est vraiment la seule chose un peu négative que j'aurais à dire sur ce traitement-là. Voilà, sur la prise en charge et la réaction, en tout cas, du médecin qui me voyait à ce moment-là. Merci Sophie. Eh bien oui, ce traitement qu'on appelle protocole de radiochimiothérapie de Stupp, parce que c'est le professeur Stupp qui a montré ce bénéfice du traitement en termes d'efficacité sur cette maladie. Donc par extension, on lui a donné son nom. Et c'est un peu l'entrée dans l'oncologie, finalement, ce traitement. Et donc, c'est important d'avoir une certaine alliance thérapeutique, effectivement, qui n'est pas évidente. Et malgré la multiplicité des médecins, eh bien, on n'est pas forcément... c'est pas évident, ce traitement. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Et nous allons maintenant passer à la présentation de la part de notre collègue sur la prise en charge en radiothérapie par le docteur Emre Huchet. Merci beaucoup. Donc, je vais vous présenter des diapos relativement simples pour essayer de vous expliquer un petit peu à la fois ce qu'on fait en radiothérapie, mais aussi l'histoire de la radiothérapie et qu'est-ce qu'on pourrait faire plus tard. Pour mettre en grand. Donc, je suis très heureux d'avoir été invité aujourd'hui. Je parle à la fois en mon nom, mais aussi au nom de mon service et de l'équipe de neuro-oncologie de Bordeaux. La radiothérapie, en fait, a maintenant une centaine d'années. Depuis les premières publications, la première publication de Röntgen. Au départ, c'était une radiothérapie avec des appareils de radiothérapie qui étaient très proches des appareils de radiologie, donc qui ne permettaient pas de traiter en profondeur. Mais dès les années 30, un neurochirurgien, d'ailleurs pas un radiothérapeute, a montré ou a envisagé l'intérêt de la radiothérapie dans les tumeurs cérébrales. Il s'agissait de Cushing, qui est un petit peu le précurseur de la neurochirurgie, qui a eu aussi des idées sur la NAPAT et sur la radiothérapie, en particulier notamment sur une tumeur particulière de l'enfant qui s'appelle le méduloblastome. Progressivement, les appareils de radiothérapie ont évolué pour passer aux bombes au cobalt, qui maintenant sont abandonnés parce que créant des problèmes de radioprotection. Les ordinateurs sont arrivés, les accélérateurs ont permis d'avoir une radiothérapie qui finalement permet de traverser notre corps de façon optimale et de déposer la dose en profondeur. À ces progrès se sont associés aussi des progrès de la contention. Madame Joliot parlait il y a un instant des masques, qui sont à la fois une contrainte pour le patient, mais aussi une façon de le protéger pour irradier de façon plus serrée, ou en prenant des marges plus petites. Les collimateurs ont permis, espèce de cache, ont permis de sculpter la dose et permettent aujourd'hui de déposer une dose en profondeur exactement là où on veut. Et donc on est passé, si on regarde, finalement, du biplan des frères Wright au début du siècle à des traitements maintenant qui sont, j'ai envie de dire, modernes et efficaces.
On est passé de la technique, ce que vous voyez sur la petite photo en haut à gauche, en fait, ou avec une radiothérapie qui était ultra artisanale, à des appareils en fait maintenant parfaitement modernes qui permettent de délivrer de la dose en profondeur. Parallèlement, la radiothérapie cérébrale s'est développée avec plusieurs étapes. J'ai envie de dire malheureusement pas assez, parce que finalement il y a quelques grandes étapes qui ont montré l'intérêt de la radiothérapie. La première, c'est les études comparatives d'un groupe américain, du RTOG, dans la fin des années 70, qui ont montré, pas simplement d'ailleurs en testant la radiothérapie, en testant parfois la radiothérapie et d'autres molécules, que la radiothérapie augmentait la survie des patients. Et puis évidemment, il y a la grande étude du professeur Stupp en 2005 qui a démontré non seulement l'intérêt de la radiothérapie, mais l'intérêt d'associer cette dernière avec une chimiothérapie pour augmenter la survie des patients. Vous voyez ici un exemple. Alors, j'ai malheureusement pas pu trouver un exemple de glioblastome parce qu'on n'a pas toujours cette espèce de progression. Vous avez une radiothérapie les progrès de la radiothérapie au cours des 10 dernières années, avec une radiothérapie dans les années 90-2000 qui était en fait 4 faisceaux orthogonaux. Et puis, progressivement, la dose est de mieux en mieux sculptée. Et vous voyez sur l'image de droite, sur la lésion, enfin la dose de radiothérapie qui se dépose en rouge correspond à peu près parfaitement à la lésion. En sachant, bien sûr, à chaque fois, je mets toujours les deux images. C'est que les cartes qu'on présente, alors qu'on va présenter d'ailleurs de plus en plus à nos médecins correspondants, sont des cartes de niveau et qu'on peut toujours plus ou moins arranger ou plus ou moins représenter. En haut, et en bas, vous avez exactement la même représentation avec des niveaux de doses différents qui sont dessinés sur les images. Donc encore une fois, là ici vous avez l'image d'un traitement d'un glioblastome. Le corps est devenu pratiquement transparent pour le radiothérapeute. Et la question qui se pose, c'est maintenant qu'on a une technique qui nous permet de parfaitement sculpter la dose avec des patients qui sont à la fois contenus par le masque partiellement et qui sont aussi pour lesquels on peut s'assurer de la position exacte avec des systèmes de repositionnement à chaque séance. Est-ce que la technique n'est pas arrivée à son terme, un peu comme les hydravions dans les années 30, où en fait on avait une technique magnifique, mais qui finalement va perdre son utilité parce que c'était une sorte d'impasse technologique en fait. Alors en gros, la question que je vais poser aujourd'hui, c'est comment sortir de l'impasse. Alors la première façon, je vais peut-être enlever ma diapo un peu vite, c'est de mieux connaître l'histoire naturelle de la pathologie. Et c'est l'objet, entre autres, de toute la recherche que vous avez pu voir dans la première partie. La deuxième façon, et ce sera la présentation suivante, enfin une partie de la présentation suivante, c'est de mieux, à partir de cette connaissance de l'histoire naturelle de la maladie, qui est encore à la fois très, très développée, un peu imparfaite, c'est de mieux repérer l'extension tumorale. On sait sur des séries en impact qu'on peut trouver des cellules viables de glioblastome au-delà de 2 cm autour de la prise de contraste, ce qui nous oblige nous à prendre des marges importantes et on aimerait bien pouvoir mieux repérer ces zones pour adapter au mieux notre traitement. Et il y a 2 directions cliniques qui existent, celle de la médecine nucléaire. Ici, vous avez une représentation par exemple d'un TEP scan au FMISO, c'est-à-dire un marqueur de l'hypoxie. Il y a des régions hypoxiques, c'est-à-dire qui manquent d'oxygène dans les glioblastomes qui sont particulièrement résistantes. Et une des pistes pourrait être par exemple d'augmenter la dose de radiothérapie dans ces régions. Et sur la partie droite de la diapo, vous avez une représentation d'une carte d'ADC qui permettrait de mieux cibler notre radiothérapie. Je pense que Morgane vous en parlera mieux et plus longtemps que moi. L'autre façon de sortir de l'impasse, c'est de renforcer les rayons. Renforcer les rayons, ça veut dire la plupart du temps les associer. Alors on peut augmenter la dose. Il y a eu quelques études qui ont été faites dans les années 90. Malheureusement, pour l'instant, ça n'a pas été un énorme succès, probablement parce qu'il nous faudrait la chimiothérapie qui permette de renforcer l'action des rayons et que les rayons seuls n'arriveront pas à guérir les glioblastomes. On peut utiliser des traitements qui vont lutter contre l'hypoxie, ce sont les tumeurs qui manquent d'oxygène. Le FMISO a été beaucoup utilisé dans les années 90. Là aussi, pour l'instant, ça n'a pas été, c'est une piste qui n'a pas abouti. On peut utiliser aussi des molécules pro-oxydantes ou carrément essayer de sensibiliser les tumeurs grâce à des composés endogènes. On a un médecin de notre service d'ailleurs, le docteur Dupin, qui travaille sur les composés de LEM pour sensibiliser à la radiothérapie. Donc il y a une recherche toujours assez active qui explore toutes les pistes possibles. On peut utiliser la chimiothérapie, et là par contre on a eu un certain succès avec le protocole de Stupp, mais ce n'est pas encore fini. Et puis évidemment il y a aussi des recherches concernant les thérapies ciblées, l'immunothérapie, notamment chez l'enfant.
Et puis après, moi, je vais vous parler dans une dernière diapo pour parler un petit peu du futur. Est-ce qu'on peut changer les rayons? Est-ce que nos rayons X qu'on utilise depuis 100 ans sont la seule thérapeutique possible? Eh bien oui, en fait. Quand un radiothérapeute parle de rayons, la chose qu'il va utiliser, qui va lui représenter les rayons, c'est le rendement en profondeur. C'est la façon dont les rayons vont déposer leur énergie à fur et à mesure qu'ils déposent la matière. Alors, je vais vous demander de regarder deux courbes. La courbe, je pense qu'elle est, je ne la vois pas très bien d'ici, mais je pense qu'elle est mauve, qui représente les rayons qu'on utilise actuellement pour le traitement des glioblastomes. Ce sont des photons. Vous voyez que le rendement en profondeur, le dépôt d'énergie se fait plutôt près de la surface et puis diminue progressivement. Les glioblastomes sont des tumeurs profondes, donc ce serait plutôt un inconvénient qu'on pallie en utilisant plusieurs faisceaux ou en faisant des faisceaux qui tournent autour des patients, ce qui permet de focaliser notre dose. Mais il existe des particules qui ont un rendement en profondeur différent. Ces particules, ce sont soit les ions carbone, soit les protons, qui vont en fait rentrer dans la matière en pénétrant doucement. C'est la première partie de la courbe rouge vif, où on voit que le dépôt en énergie des particules au départ est assez faible, et puis d'un seul coup il augmente. On parle de pic de Bragg. Et en utilisant ce type de faisceau, on peut finalement diminuer de façon importante les doses aux portes d'entrée administrées aux patients. Ce qui permet de... Alors, l'animation d'en bas, manifestement, ne passe pas, mais regardez le petit schéma d'en haut. La première diapo ne passe pas, mais les autres passent. En fait, sur la droite de l'image, vous avez un traitement par photon, et sur la gauche, vous avez un traitement par proton. C'est-à-dire, en fait, l'intérêt, c'est qu'on peut soit diminuer les doses sur les portes d'entrée, soit s'arrêter à côté d'un organe critique, comme on peut voir sur la représentation schématique sur la partie droite en bas. Ça permet d'avoir des dosimétries qui sont toujours beaucoup plus belles. Ici, en haut, vous avez l'exemple d'une tumeur cérébrale de l'enfant. En bas, l'exemple de traitement d'un méduloblastome. Pour l'instant, ces techniques se développent dans quelques centres seulement parce que les appareillages sont plus lourds et plus chers. Et pour l'instant, comme elles permettent de diminuer les faibles doses autour de la région traitée, elles sont plutôt utilisées chez l'enfant parce que l'intérêt principal serait de diminuer le risque de cancer provoqué par les rayons à long terme. Je pense quand même que dans l'avenir, ces techniques vont se développer parce que les appareils sont de moins en moins chers, de plus en plus répandus, et donc on traitera tous nos patients avec des techniques plus économiques, même si le bénéfice est un peu moins évident. Ici, un exemple d'appareil de protonthérapie, c'est celui de Nice, que vous voyez en haut à droite. Vous voyez que ce sont des appareils quand même qui sont beaucoup plus lourds et beaucoup plus imposants que nos appareils, avec en bas un schéma, par exemple, de service, avec un cyclotron qui va accélérer les protons et différentes lignes de traitement, dans un service qui est dédié recherche et traitement. L'étape d'après, alors on est presque un peu déçus, nous en France, parce qu'il y avait un grand projet à Lyon qui s'appelle le projet Étoile, c'est d'utiliser des ions carbone qui vont avoir un rendement en profondeur et une répartition dans la matière très proche des protons, c'est-à-dire une dosimétrie plus jolie qui permet de diminuer les doses à l'entrée des faisceaux, et en même temps un effet biologique plus efficace, plus fort. Alors, ça reste de la recherche, c'est-à-dire qu'on espère guérir plus de patients, mais comme ces rayons sont plus efficaces, l'effet biologique est plus important, la toxicité risque d'être plus importante. Il faudra donc recalculer toutes nos doses. Pour l'instant, c'est utilisé pas tellement pour les tumeurs cérébrales, mais pour certains sarcomes, ostéosarcomes de l'enfant, avec des appareils en Autriche, à Heidelberg et en Italie, service d'ailleurs avec lequel on est en collaboration pour essayer, quand le cas se présente, d'envoyer nos patients vers le meilleur traitement. Voilà un appareil d'hadron-thérapie, c'est-à-dire qui permet d'accélérer les ions carbone. C'est pas complètement fini. Et là, pour l'instant, je vous ai parlé principalement des progrès qui sont en cours et qui sont ceux de demain. C'est un petit peu comme la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. C'est pas encore aujourd'hui, mais ça y est presque, quoi. Et il y a aussi, par contre, d'autres progrès. Les progrès plus importants seront carrément la boron-neutron capture thérapie, c'est-à-dire l'utilisation d'un marqueur qui va se fixer dans la tumeur, les ions bore par exemple, qu'on va injecter à un patient et qui se mettra à se collecter dans la tumeur un peu comme le gadolinium pour un radiologue. Et après, on va irradier ces ions grâce à des neutrons qui vont détruire les ions qui vont d'abord être capturés par les noyaux des ions bore, être cassés, et émettant des particules radioactives permettront de détruire systématiquement, ou de façon plus importante, la lésion tout en étant moins toxique sur les tissus avoisinants. Alors là, on est dans quelque chose qui existe quand même déjà, qui a été fait pour peut-être pas une centaine de patients dans le monde, qui reste encore un peu de la science-fiction en pratique courante, probablement parce qu'accélérer des ions neutrons, c'est quand même beaucoup plus complexe encore qu'accélérer des protons. Voilà, et alors une dernière petite diapo quand même pour vous expliquer que là je vous parle un peu de progrès qui se feront, mais qui restent encore des progrès à faire.
On est aussi extrêmement vigilant sur nos patients. On a actuellement des soucis sur nos délais de prise en charge, qui sont un souci constant du radiothérapeute et j'allais dire aussi des patients et des chirurgiens, parce qu'on n'a jamais des délais qui sont qui correspondent à ce qu'on veut. On sait que si on augmente les délais de prise en charge de nos patients, on peut, on a une étude par exemple qui a été faite il n'y a pas très longtemps, en 2000, qui montrait que sur 75 patients, ceux qui avaient une augmentation de la prise de contraste dans le délai de prise en charge, qui pouvait être parfois de plusieurs semaines, avaient une survie globale qui pouvait être moins bonne en fait. Donc on est en permanence en train de suivre ces délais, dans une période d'ailleurs qui est un peu compliquée actuellement avec l'épidémie de Covid. Voilà, je vous remercie beaucoup et puis je vais passer la parole à Charlotte puis Morgane. Merci Emery pour cette très intéressante démonstration de la radiothérapie actuelle et peut-être du futur. On verra ça. Et maintenant, nous allons parler de l'imagerie. Déjà au diagnostic, l'apport vraiment important pour le diagnostic différentiel et puis l'imagerie dans le suivi. Très bien, merci Charlotte. Alors donc moi je vais vous parler effectivement donc de l'apport de l'imagerie dans la prise en charge du glioblastome. Alors, l'imagerie cérébrale, ça va être effectivement une IRM, c'est vraiment la modalité de choix comme technique pour imager le glioblastome. Donc, l'IRM, elle va tout d'abord avoir sa place au moment du diagnostic, et puis ensuite pour évaluer la réponse thérapeutique, et puis pour surveiller les patients et dépister la récidive. Alors, bien souvent, le patient va présenter une symptomatologie clinique qui va l'amener à la réalisation d'une imagerie cérébrale qui peut être, dans un premier temps, un scanner cérébral qui va montrer une lésion intraparenchymateuse. Et très vite, on va compléter le bilan par une IRM cérébrale. Donc là, nous aurons à notre disposition un certain nombre de séquences qui nous permettront de voir qu'on est bien sur une lésion intraparenchymateuse qui se rehausse, c'est-à-dire que notre produit de contraste gadoliné va se fixer sur la lésion. On saura si elle est hémorragique ou non. Et puis ensuite, on va avoir des séquences un petit peu plus poussées, comme par exemple la spectroscopie qui nous permettent d'approcher un petit peu les différents métabolites qui sont dans notre tumeur. Et puis, il y a aussi une technique très, très importante qui est nos séquences de perfusion qui vont nous donner une information en fait sur la néoangiogénèse dans le glioblastome, c'est-à-dire qu'on va avoir l'apparition d'une néovascularisation. Et ça, c'est un critère très important pour poser le diagnostic en imagerie du glioblastome. Donc avec l'ensemble de ces séquences, on va pouvoir éliminer tout ce qui est diagnostic différentiel. Donc cette lésion, ce n'est pas un abcès, ce n'est pas une encéphalite. On pourra dire qu'il s'agit d'une lésion tumorale et dire qu'il s'agit d'une lésion gliale. Ce n'est pas un lymphome, ce n'est pas une métastase. Et puis on va essayer avec toutes ces techniques d'approcher même le grade histologique. On va pouvoir le dire, si on a une néoangiogénèse, une nécrose tumorale, et bien là on est dans le cadre d'un glioblastome. La radiologie a également un rôle prépondérant dans la planification du geste opératoire. Si on décide de faire une biopsie, eh bien, il va falloir cibler, il va falloir que le neurochirurgien cible la zone la plus suspecte. Et donc, pour cela, on va pouvoir analyser les cartes métaboliques, les cartes de perfusion et de diffusion, parce qu'on sait que la tumeur, en fait, elle est très hétérogène et que c'est très important de faire la biopsie au bon endroit. C'est d'ailleurs ce que nous avait précisé l'anatomopathologiste, c'est que vraiment, il faut vraiment cibler la zone la plus péjorative, celle qui va avoir le plus haut grade. Ensuite, notre imagerie va avoir un rôle si on décide d'opérer cette tumeur. Et si cette tumeur se situe à proximité de zones fonctionnelles éloquentes, par exemple à côté du cortex moteur, à côté des aires du langage, eh bien, forcément, le neurochirurgien va vouloir le plus possible éviter d'atteindre ces zones pour qu'il n'y ait pas de séquelles. Et on va pouvoir proposer aux patients, dans leur bilan préopératoire, une IRM fonctionnelle pour montrer au neurochirurgien où se situe, par exemple, l'aire du langage, l'aire de la motricité de la main, afin qu'il puisse l'éviter pendant son geste chirurgical. Et on pourra également faire de la tractographie. Donc, on va suivre les gros faisceaux de substances blanches qui font la connexion entre différentes aires cérébrales.
Alors une fois que le patient a été opéré ou qu'il a eu sa biopsie, mais là je vous parle plutôt du contrôle post-opératoire dans le cadre par exemple de ce patient qui avait donc une tumeur frontale gauche, et donc là on va lui proposer un contrôle IRM qui doit être précoce. On doit le faire dans les 48 heures idéalement pour ne pas être gêné sur l'interprétation d'éventuelles prises de contraste. Et donc là on voit que le patient a eu une exérèse complète de sa tumeur. Donc déjà c'est une première étape. Est-ce que l'exérèse a été complète ou subtotale? Ça c'est important notamment pour le pronostic ultérieur du patient. On pourra également dépister d'éventuelles complications rares, toutefois, du geste chirurgical. Ensuite, l'imagerie là, va vraiment avoir un rôle très important pour juger de l'efficacité du traitement dont on vient de parler, du protocole Stupp. Donc on va réaliser une IRM juste avant le début de ce protocole parce que parfois, malheureusement, il y a des tumeurs qui évoluent très vite et il faut être sûr d'avoir vraiment une appréciation fiable du volume de la tumeur, notamment pour la radiothérapie. Donc on refait une IRM juste en gros dans les 10 jours avant le début du protocole Stupp. Ensuite, on va faire une IRM de contrôle qui va nous servir vraiment de référence à 1 mois après la fin de ce protocole Stupp, puis à 3 mois. Et ensuite, on fera une surveillance un petit peu plus espacée, tous les 3 mois pendant 2 ans, et puis encore un peu plus espacée en fonction de l'évolution. Alors, qu'est-ce que va nous montrer l'IRM dans ce suivi? Eh bien, ces IRM précoces vont pouvoir mettre en évidence une disparition ou une diminution de la taille de la prise de contraste, donc la zone de tumeur potentiellement résiduelle qui restait autour de la cavité opératoire. Et donc, soit elle disparaît complètement, donc on est sur une réponse complète, on a un certain nombre de critères précis pour le juger, ou bien une réponse partielle, comme c'est le cas du patient que je vous illustre là, avec une très bonne diminution du volume tumoral, mais il reste encore quelques portions rehaussées, donc là, on était sur une réponse partielle. Parfois, malheureusement, les prises de contraste, la zone rehaussée se majore. Là, c'est par exemple le cas d'un patient qui est sur son contrôle à 1 mois de la fin de la radiothérapie, malheureusement, a une majoration de la taille de sa lésion. Et vous voyez la petite carte en couleur, ça c'est donc notre imagerie de perfusion qui montre qu'il y a une néo-angiogénèse, donc il y a toujours beaucoup de vaisseaux, donc on est bien sur une progression tumorale, même si on est très proche du traitement. Alors là, c'est un petit peu plus petit, mais je vous montre le cas d'un patient qui donc a eu une IRM juste avant le début de son protocole Stupp et une IRM de contrôle classique à 1 mois. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on s'aperçoit qu'on a là aussi une majoration de la taille de la lésion rehaussée. Mais si on s'intéresse au contrôle ultérieur de ce patient, eh bien, on va voir une régression de cette zone rehaussée. Et en fait, là, on n'est pas dans le cadre d'une progression tumorale, mais dans ce qu'on appelle la pseudo-progression. Alors ça, c'est un petit peu un piège. On sait que c'est relativement fréquent d'avoir une pseudo-progression, notamment à 1 mois et jusqu'à 3 mois après la radiothérapie. Et on va pouvoir nous l'affirmer et surtout faire la différence de façon précoce avec une récidive parce qu'il n'y a pas d'hyperperfusion dans ces lésions de pseudo-progression. Donc ça change effectivement le pronostic pour le patient et la prise en charge juste après la phase initiale de traitement. Ensuite, donc, une fois qu'on a passé ces IRM précoces d'évaluation pour savoir si le patient répond bien au traitement, on va continuer bien sûr de le suivre très régulièrement tout au long de sa vie. Et donc là, je vous présente le cas d'un patient. Donc, vous voyez la première image, c'est son IRM de contrôle à 1 mois et demi après la fin de son protocole Stupp, avec une IRM qui est très satisfaisante sans aucune prise de contraste. Et puis, quelques mois après, on lui refait une IRM de réévaluation. Et là, malheureusement, on voit une prise de contraste un peu arciforme qui apparaît. Alors là, forcément, on se demande, est-ce que c'est une récidive ? Et donc là, il va falloir faire des séquences tout à fait spécifiques, toujours cette imagerie de perfusion et de spectroscopie qui vont permettre de montrer que cette lésion, cette prise de contraste, ne correspond pas à une prolifération vasculaire, mais à un trouble en fait de la perméabilité du vaisseau. Il n'y a pas de prolifération, d'augmentation de certains marqueurs sur la spectroscopie, notamment pas d'augmentation de choline. Et donc là, le radiologue va pouvoir rassurer le patient et lui dire en fait, il s'agit très vraisemblablement d'une radionécrose, donc des remaniements qui sont induits par la radiothérapie, plus à distance de la pseudo-progression dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et donc là, on est rassuré. Bien sûr, on va surveiller le patient, mais on n'est pas sur de la progression tumorale. Et donc voilà le suivi de ce patient. Quelques mois après, la lésion continue de grossir. Elle peut grossir sur plusieurs contrôles. Et puis à un moment, cette évolution se stoppe. Et puis même, la lésion va diminuer d'elle-même.
Sur le suivi de ces patients, au long cours, on va pouvoir parfois voir apparaître des grandes plages blanches, comme c'est figuré sur cette image, ce qu'on appelle de la leucopathie, qui est en fait des remaniements de la substance blanche d'origine post-radique, liés à de la démyélinisation. Et donc, chez ce patient, vous voyez qu'il avait donc une cavité opératoire frontale qui avait été traitée, radiothérapée, et progressivement, donc ces anomalies de substance blanche qui apparaissent, donc ce n'est pas de la tumeur non plus, c'est une modification de la substance blanche. Donc vous l'avez bien compris, là, tout l'enjeu de la radiologie, ça va être de différencier ce qui est de la véritable progression de ce qui ne l'est pas. Et parfois, malheureusement, nos séquences ne nous permettent pas, dans certains cas, de trancher formellement. Et donc là, on pourra faire appel à des techniques de médecine nucléaire, d'imagerie métabolique, pour essayer de voir si eux arrivent à trancher, par exemple, entre une radionécrose et une récidive. Autre point aussi très important, il faut absolument que le radiologue ait connaissance du traitement du patient, ça c'est très important, et ça peut arriver qu'au cours du suivi de l'évolution de sa pathologie, le patient soit mis sous Avastin. Donc c'est une thérapeutique anti-VEGF qui stoppe un peu la prolifération vasculaire, et quand ces patients sont sous cette thérapeutique, on va très vite voir apparaître sur les IRM de contrôle, et d'ailleurs sur ce schéma c'est ce qui est signifié, dès le premier jour, en fait on va voir diminuer l'intensité et l'étendue des prises de contraste. En fait, c'est juste le reflet du mécanisme d'action du médicament. Et ce qu'il est très important de faire, c'est de regarder l'évolution de la tumeur sur d'autres séquences, notamment la séquence FLAIR qui est juste en dessous. Et là, on se rend compte que même si les prises de contraste diminuent, eh bien, la tumeur progresse. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle la pseudo-réponse. En fait, le patient ne répond pas bien au traitement. La tumeur continue de progresser, même si on voit moins bien les prises de contraste. Alors, donc on a de nombreux outils en imagerie qui sont quand même relativement efficaces et qui, dans la majorité des cas, nous permettent de répondre aux problématiques posées. Mais effectivement, parfois, on est pris à défaut et donc il faut continuer de chercher des biomarqueurs, notamment en imagerie. Et on s'est rendu compte en fait que de nos données d'imagerie, on n'utilise qu'une infime partie de ces informations, et qu'il y a beaucoup d'informations en fait quantitatives auxquelles on n'a pas vraiment accès quand nous on fait nos comptes rendus. Et donc de là est né le principe de la radiomix, c'est-à-dire qu'on va extraire de la zone tumorale de notre cerveau et on va analyser un très grand nombre de données quantitatives, la texture, les contours, l'intensité du signal, etc. Et on va analyser, c'est des algorithmes mathématiques qui le font, ils vont analyser des centaines d'informations, et à partir de là, on va essayer de mettre en évidence des modèles pronostiques ou bien des modèles qui peuvent approcher la génomique, etc. Donc ça, c'est l'imagerie du futur. On ne peut pas encore l'utiliser en pratique courante, mais il y a énormément d'études qui portent sur ce sujet. Donc une petite diapo pour conclure. Donc l'imagerie a vraiment, l'IRM en tout cas, une place prépondérante dans le suivi du glioblastome. Elle va préciser le diagnostic, essayer d'en approcher le grade histologique, elle guide la prise en charge thérapeutique, et puis elle va aider à l'évaluation de la réponse tumorale. Et il va falloir dépister la récidive. Et donc ce qui est vraiment très important, c'est que le radiologue doit absolument connaître le traitement du patient, quand est-ce qu'il a eu sa radiothérapie, est-ce qu'il l'a eu, est-ce qu'il est sous Avastin, pour pouvoir faire bien la différence entre ce qui est une pseudo-progression d'une progression, une pseudo-réponse, d'une réponse, identifier la radionécrose. Donc voilà, on a du pain sur la planche. Merci Morgane. Eh bien, effectivement, donc là, on est dans le cœur du sujet. Vraiment, dans la partie de traitement, le patient va être pris en charge. Alors là, moi, j'interviens parce que je vois souvent les patients après le diagnostic assez précocement, avant la partie de radiothérapie. Et ensuite, le suivi avec, certes, l'imagerie qui est vraiment nécessaire dans le suivi, très important. Mais bien sûr, on ne l'a pas vraiment évoqué, mais la clinique... Quand on voit les patients, quand on discute, eh bien, c'est également même plus important que la radiologie, puisque finalement, ce n'est pas des images qu'on traite, mais c'est vraiment des patients. Et donc, c'est l'alliance thérapeutique qui peut vraiment être nécessaire dans cette partie-là. Et puis, la prise en charge globale, on n'en a pas vraiment parlé, puisque là, on est vraiment dans la précision, mais c'est important de le préciser, puisqu'il peut y avoir des symptômes de l'épilepsie qui nécessitent parfois des traitements, de la kinésithérapie si besoin, des prises en charge psychologiques, etc. C'est vraiment une prise en charge un petit peu complexe et globale qu'on a. Donc peut-être on va laisser un petit peu la parole à Madame Joliot. Après avoir écouté, là, c'est
interventions du radiothérapeute, peut-être avec les traitements actuels et du futur. Je ne sais pas si ça changerait quelque chose à votre regard ou... Non, alors, toujours pour mon cas personnel, je ne généralise pas. Moi, j'ai été prise en charge vraiment très bien à l'hôpital de Bordeaux. J'avais effectivement très peur avec le Covid. C'est une crainte que j'ai eue depuis qu'on m'a diagnostiqué, de ne pas pouvoir être opérée dans les temps, qu'il y ait des délais qui fassent que ce soit repoussé, que la tumeur grossisse. Et effectivement, non, moi j'ai été traitée dans les temps rapidement pour la résection, dans les temps ensuite pour le suivi radiologique. C'est vrai que tout s'est fait assez rapidement, opéré en mi-octobre, j'ai commencé le traitement de radiologie début décembre. Donc vraiment, tout s'est mis en place, tout s'est enchaîné vraiment assez fluidement et assez rapidement. Donc c'est cette inquiétude-là déjà qui est passée. Et puis c'est vrai que le suivi, il est appréciable. Alors moi, c'était un suivi plutôt facile quand je voyais effectivement mes collègues de radiothérapie qui arrivaient en ambulance, et qui repartaient pour des longs trajets. Moi, j'ai pas eu tout ça à gérer non plus parce que je suis sur Bordeaux, mais c'est vrai que j'ai pu le voir, tous ces gens qui viennent des départements limitrophes, qui ont des heures et des heures de transport pour 3 minutes sur la table, parce que c'est vraiment ça. On n'a même pas l'impression de recevoir quoi que ce soit. C'est assez bizarre comme sensation d'ailleurs. Et donc après le suivi avec les médecins toutes les semaines. Ça s'est vraiment bien enchaîné et l'équipe était vraiment à l'écoute, que ce soit effectivement les psychologues aux premières visites. On a la présentation de la personne qui nous dit « moi je suis là tel jour, si vous avez besoin », au niveau de l'assistante sociale, au niveau de... On sent cette équipe, effectivement, ils sont là et on en a besoin ou pas, mais on sait qu'on est assez entouré à ce moment-là. Merci. Mme Joliot, pour votre témoignage. Emery, alors effectivement, les neutrons, les borons, maintenant on entend parler de tous les termes. On a un peu l'impression d'être en science-fiction, là, quelque part. Oui, c'est un peu vrai. Actuellement, quand même, l'étape qui existe, c'est celle des protons, et qui concerne d'ailleurs plutôt les enfants, qu'on essaye d'envoyer systématiquement au traitement. De principe, on est tout le temps en permanence à essayer de trouver le meilleur traitement pour les gens, quitte à envoyer nos patients ailleurs. C'est un travail permanent, parfois un peu fastidieux, mais qui à la fois nous tient. Et je pense que d'ailleurs c'est un peu la même chose en oncologie pour les nouvelles études. On essaie de trouver toujours la solution la plus pertinente, en fait. Donc Morgane, on peut rien faire sans toi, bien sûr. Bien sûr. La radiologie, c'est pareil, ça avance. La radiomique... Oui, en pratique courante, c'est vrai que là, on n'a pas encore d'application, mais bon, ça va probablement arriver c'est l'imagerie du futur, ça va probablement arriver dans les années à venir. Et notre but, c'est d'approcher au maximum. Par exemple, les données histologiques à NAPAT, est-ce que dans quelques années, on pourra juste avec une imagerie affirmer un profil moléculaire, peut-être, mais... Tu pourras nous faire du single cell. Avec notre collègue Florence. Voilà. Très bien. Thomas, peut-être que justement, vu que tu n'es pas forcément dans la clinique au quotidien, tu as peut-être un avis à donner un petit peu là-dessus ? Alors moi j'ai une remarque, c'est vrai, alors je pense que ça va être la même chose pour Sophie. Donc nous on a une carrière académique, scientifique, et donc moi j'ai eu l'envie de me rapprocher des cliniciens parce que, pour raisons tout simplement intellectuelles. Et une question qu'on se pose beaucoup, on parle beaucoup du protocole STUP, et l'étonnement c'est quand on regarde le papier qui date donc d'il y a plus de 15 ans, on se dit quelle est la raison, comment peut-on expliquer le peu de progrès, alors c'est pas péjoratif ce que je dis, mais que ce protocole n'ait pas évolué suffisamment avec tout ce que vous nous décrivez, c'est-à-dire des nouvelles techniques, tout ce que nous on va faire en laboratoire qui peut être ensuite appliqué ou réciproquement. Comment peut-on expliquer en fait le fait qu'il y ait des fois une impasse un peu thérapeutique et que ce protocole ne soit pas aussi évolutif qu'on le penserait ? Eh bien, effectivement, nous aussi, on se pose cette question. On aimerait bien que ça avance un peu. Alors, la dernière étude positive, parce qu'il n'y en a pas beaucoup en neuro-oncologie, la dernière étude positive qui était encore
par Roger Stupp, parce que c'est lui, hein, en neuro-oncologie, il n'y a que lui. Hein. Oui. C'était avec un dispositif magnétique qu'on mettait sur un casque, en fait, hein, qui déposait de l'électricité à travers le scalp. Ça a montré un bénéfice mince mais présent. Cependant, l'accessibilité du dispositif n'est pas facile en France, donc pour l'instant, c'est encore difficile d'en obtenir en fait, tout simplement l'usage. Et puis après, il y a eu beaucoup d'études, vraiment beaucoup d'études, toutes négatives, quasiment systématiquement, malheureusement. Et il y a vraiment un problème dans l'accessibilité des médicaments à la tumeur. C'est clairement, il y a plein de médicaments qui marchent in vivo. Après, on met sur la souris, ça marche. Et on fait chez l'humain, et voilà, échec. Et probablement qu'il y a vraiment cette barrière hémato-encéphalique qui protège le cerveau, mais en fait qui protège aussi de l'accessibilité des médicaments. C'est d'ailleurs un peu là-dessus que tu travailles, finalement, essayer Oui, de exactement. chanter un peu cette barrière pour s'en affranchir, parce qu'il y a déjà de l'accessibilité via la barrière, et en plus il y a des systèmes d'efflux qui le peu de médicaments qui est passé est directement éliminé, donc c'est probablement à l'origine de l'échec d'un certain nombre d'essais thérapeutiques. Au final, on n'a quand même pas de médicaments qui ont prouvé une vraie efficacité en dehors de cet essai clinique. Et est-ce que tu penses que ça pourrait venir notamment du fait de le côté extrêmement infiltratif donc de cette pathologie? Je regardais les images de Morgane, donc c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à détecter ces cellules invasives. Et moi, il y a une image qui m'a marqué dans ce que tu as montré, c'est cette modulation des gaines de myéline. Et notamment dans mon équipe, on étudie justement le fait que les cellules de glioblastome puissent migrer sur ces neurones myélinisés et donc démyélinisés. Et donc c'est quelque chose moi, qui me frappe. C'est aussi, je voulais souligner l'importance des allers-retours entre les laboratoires de recherche académique et les hôpitaux, justement pour avancer un peu main dans la main. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on expliquera dans l'épisode suivant. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même de l'espoir. Il y a de nombreuses techniques, des technologies dernier cri, donc ça va autant sur le séquençage, ce qu'on a vu avant, que des techniques de radiomique. Donc voilà. Ouais, c'est vraiment intéressant. Bon, quand même, je pense que pour faire avancer la recherche, il faudrait qu'on parle d'essais cliniques. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va discuter dans l'épisode 3. Merci.